Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, le débat Tal-Bardella-Bompard hier. Qu'en retenir? Ça a plutôt bien marché, c'est ce que nous disait Gilles Gansman ce matin, 26% de part d'audience, pas loin de 6 millions de téléspectateurs. J'attends d'avoir des retours sur la courbe pour voir si les gens sont restés jusqu'au bout, parce que des gens plutôt bien structurés m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris grand-chose au débat. Vous me direz ce que vous en avez pensé. La Macronie qui se dirige vers un nini, appelle au désistement face au RN pour la gauche. Et puis Ruffin-Mélenchon. Pour Ruffin, Mélenchon est un obstacle. On va revenir sur tous ces sujets avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne de débat politique est sur YouTube. Ça s'appelle Les Indécis. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je conseille votre livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation. Ouais, précisez-le quand même. Oui, je précise, chez Michel Lafon. Et puis à lire, peut-être à relire votre précédent livre d'entretien avec Stéphane Rosès qui a... Ah oui, Chaos. Et c'est sur l'imaginaire des peuples. Ouais, et c'est très intéressant. J'ai vu des réflexions de Stéphane Rosès très intéressantes sur la situation aujourd'hui. Et Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Livre Noir qui est le nouveau nom. Non, c'est l'inverse. C'est Frontières, le nouveau nom. Ouais. Juliette. Vous êtes président de Frontières. Vous savez, moi, quand je lis, en fait, je réfléchis pas. Donc, non, mais quand je lis un conducteur, je lis bêtement. Donc, ça s'appelle Frontières et c'est le nouveau nom de Livre Noir. On va commencer avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Pascal, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur. Oui, pour de voir effectivement enfin Julian Assange libre ou quasiment libre. Voilà, je pense que par les temps que nous vivons, il est plus que jamais important que les lanceurs d'alerte et les journalistes puissent œuvrer en liberté et que ils soient pas considérés comme des terroristes, comme des gens dangereux ou comme des cibles, comme c'est le cas dans la bande de Gaza. Il faut aujourd'hui dire que la seule chose qui nous préserve de la dictature et du totalitarisme, c'est la presse et la liberté d'informer. Et donc voilà, je me réjouis que Julian Assange puisse enfin retrouver cette liberté dont on l'a privé pendant si longtemps parce qu'il avait eu le malheur de vouloir informer la population mondiale. Commentaire. Alors moi je partage évidemment ce point de vue. Ça nous rappelle aussi que les États-Unis, qui se mettent toujours en avant comme le parti des libertés, comme le pays des libertés, en fait souvent il espionne aussi ses propres alliés. En France et en Europe, on parle beaucoup d'ingérence en ce moment, l'ingérence notamment russe, et à raison. On oublie parfois de parler aussi de l'ingérence américaine, qui pour le coup utilise quand même aussi des méthodes qui sont plus que contestables. Ouais. On continue. Alex, c'était un coup de cœur. Un coup de cœur pour le nombre de procurations qui est en train de s'établir pour les élections législatives. Plus d'1 300 000 procurations. Alors ça veut pas dire grand-chose, parce qu'en soi peut-être que les Français partent en vacances et qu'ils avaient prévu de partir en vacances et qui donc ils font des procurations pour pouvoir quand même voter. C'est donc les électeurs habituels qui font ces procurations, ce qui est mon cas d'ailleurs au passage. Et il faut le dire, c'est très simple de faire une procuration. Ça vous prend 3 minutes. Après vous allez la valider au commissariat, mais en tout cas ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que les Français vont aller voter malgré tout, qui se désintéressent pas de cette campagne électorale, de cette campagne législative qui est une campagne très importante. Et donc on est à une semaine, à 5 jours du premier tour, même pas une semaine, donc 5 jours du premier tour, et on est à 300 000 procurations de plus qu'en 2022. Je trouve ça plutôt encourageant. Encore une fois, il faudra voir la participation, les taux de participation dimanche soir, voir si ça a vraiment eu un impact et si ça a été chercher des électeurs qui n'avaient pas l'habitude de voter. C'est ça qui m'intéresse de voir aussi pour dimanche soir. Oui. Sur la participation. Alors sur la participation, on verra. Pour l'instant, on est sur une participation. Je regardais le dernier IFOP de 64,5, ce qui nous met quand même en dessous de 97, où on avait eu 73, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne.
qui nous met dans un niveau de participation qui est celui, je crois, des élections de 2012, vraisemblablement, ou un peu plus que 2012. Donc c'est pas non plus un niveau de participation exceptionnel, comparativement à d'autres élections législatives très lointaines, celle-là. Sur les procurations, pareil, il faut faire attention, parce qu'en effet, par rapport aux élections législatives, c'est 1,2 million de plus, ça c'est 1 million de plus. 300 000 de plus. 300 000 de plus, ouais. Pardon. Mais bon, je rappelle qu'à la présidentielle, il y avait eu 3 millions de procurations. Donc là aussi, puis il faut voir si c'est pas des gens, en effet, qui, pour certains d'entre eux, sont déjà en vacances. En tout cas, il y a quand même un intérêt pour ce scrutin. Ça, Après, c'est clair. en si peu de temps d'avoir autant de procurations, parce que c'est une élection très courte, c'est intéressant. Ça, c'est vrai. Ce qu'il faut relever quand même, on en reparlera certainement, c'est que c'est très intéressant et évidemment on n'a qu'à se réjouir, et, comme le dit Alex, du fait que les Français aient enfin peut-être un peu plus envie d'aller voter. Malheureusement, ça se fait dans un contexte tellement émotionnel, crispé, et où on regarde tellement peu les programmes. La preuve, c'est plus Jordan Bardella parle, plus on se rend compte que son programme, il est mis en difficulté dessus, et plus il prend dans des sondages. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait que les gens aillent voter, mais qu'ils aillent voter en essayant un petit peu de regarder pour qui et pourquoi ils votent. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité à quelques jours, à combien ? On est mercredi, 4 jours du vote. Vous avez vu, même les courses se font à Vichy. Oui, Pascal. C'est pour ça que nous rigolions. 4 jours du vote. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez publié Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, chez Michel Lafon. Et Éric Tegner, journaliste, président de Frontières, le nouveau nom de Livre Noir. On va revenir sur le débat d'hier soir. Qu'en avez-vous retenu ? Que faut-il en retenir ? La Macronie qui se dirige vers un nini. Et puis, pour Ruffin, Mélenchon est un obstacle. Et on sent que ce matin, ça tiraille d'un peu partout, et qu'il y a des règlements de compte qui sont en voie d'exploser de plus en plus on se rapproche du scrutin. On a parlé des procurations, on a parlé de Julian Assange. Éric, vous aviez un coup de cœur. Oui, parce que vous savez, c'est vrai qu'on se demande un peu quand on regarde le programme des candidats ce qui va quand même se passer dans les 3 prochaines années. Et il y a un sujet qui risque de venir à l'ordre du jour. Ça peut être la question, par exemple, des éoliennes. Alors, on sait que c'était dans le programme, par exemple, du Rassemblement national, de dire on va arrêter les projets d'éoliennes et on va également démanteler le parc éolien. Il s'avère que finalement, ils n'en parlent pas dans leur projet, et que Jean-Philippe Tanguy, on sait qu'il est un fervent partisan de la fin de l'éolienne, a dit qu'il se contenterait, s'ils étaient justement à Matignon, de simplement bloquer tous les projets qui vont venir. Je pense à notamment celui de Dunkerque, et donc ne pas faire renouveler les prochains qui vont être terminés d'ici une quinzaine d'années. Alors, au-delà de cette proposition, ce qui est intéressant, c'est de reparler justement de l'éolienne. C'est important, pas juste parce que je suis breton et que ça gâche complètement nos vues, mais parce que c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles les Français aussi ont le droit de se prononcer. Peut-être qu'un jour ça pourrait être fait aussi autour d'un référendum. En tout cas, on aimerait pouvoir en parler. Hier, c'est passé plutôt vite au moment du débat, mais on espère que peu importe qui gagnera ou pas Matignon, cette question justement du choix de l'éolienne, où on sait qu'il y a énormément de consultations, où les habitants sont contre, les maires sont contre, et pour autant c'est imposé, reviennent aussi à l'ordre du jour, parce que l'écologie, c'est quelque chose qui n'est ni droite ni gauche, et il faut quand même pouvoir aussi faire adhérer l'ensemble des populations, et ne pas le faire d'un point de vue idéologue. Alors, ce qui est plutôt bien de ce côté-là, c'est que le Rassemblement national est quand même capable, même si moi j'adorerais qu'on détruise tout ça, de se dire bon, on essaie de faire attention, il y a une transition, il y a ceux qui ont de l'emploi, etc. Dans le même temps, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait un questionnement sur le sujet. Oui, un mot, les éoliennes. Moi, je crois qu'au début, ils voulaient démanteler. Tout, exactement. C'était dans le projet de 2022. Ils ont évolué, ils évoluent. Tout à fait. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du pouvoir, on voit qu'il y a une évolution du programme du Rassemblement national. La métaphore de Gabriel Attal de l'oignon qui se défait de ses pelures, petit à petit, est pas totalement fausse. Oui, bon, avec eux, il n'y a même pas d'oignon. Donc Bon, ça c'est dit. Arnaud Benedetti, coup de gueule, vous ? Alors, moi, c'était un coup de gueule. C'est un constat d'abord. C'est que je vois beaucoup
de soutien du président de la République aujourd'hui être critique vis-à-vis du président de la République, très critique vis-à-vis du président de la République. Alors parmi les parlementaires, évidemment, alors eux, évidemment parce qu'ils sont en première ligne, parce que on a dissous l'Assemblée et qu'ils se rendent compte pour un certain nombre d'entre eux que cette dissolution est très hasardeuse pour la reconduction de leur siège, mais aussi quelques, j'allais dire, leaders de la majorité, Monsieur Philippe, Monsieur Le Maire, qui quand même aussi prend ses distances avec ce qui a été fait depuis 7 ans. D'ailleurs, hier, il a donné un entretien, je ne sais plus chez qui, en disant on n'a pas été assez radical, on aurait dû être plus fort sur la sécurité, plus dur sur l'immigration, etc., etc. Même Monsieur Attal, qui quand même fait entendre sa petite musique. Bon. Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, qui a bien évidemment une part de responsabilité considérable dans ce qui est en train de se passer dans le pays, il n'en demeure pas moins que la plupart de ses responsables politiques l'ont rejoint en 2017. Certains, d'ailleurs, en quittant leur propre famille politique et après avoir dit, d'ailleurs, avant que Emmanuel Macron soit président de la République, parfois pique-pendre sur lui. Il suffit de rappeler un certain nombre de déclarations de Monsieur Le Maire, même de Monsieur Darmanin, qui était très sévère vis-à-vis du président de la République, et même Monsieur Philippe, en l'occurrence. Bien sûr. Monsieur Philippe, il est quand même devenu Premier ministre grâce à Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Alors, Monsieur Philippe explique le fait qu'il avait une vie politique, c'est vrai. Une vie politique était locale, il était maire du Havre, il était député également. Mais enfin, il n'en demeure pas moins celui qui lui a donné quand même une visibilité, une assise nationale, c'est Emmanuel Macron. Il en va de même d'ailleurs pour Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a été élu jeune député en 2017 dans la vague de l'élection qui a suivi l'élection présidentielle. Moi, je suis toujours choqué, si vous voulez, par les gens qui ont soutenu, ont participé à une action et qui, au moment où l'épreuve, j'allais dire, devient beaucoup plus difficile pour eux, sont en train de lâcher celui qui, quand même, d'une certaine manière, a contribué à les faire aussi. Alors, je pense que d'abord, sur le plan moral, je trouve qu'en termes de loyauté, c'est pas quelque chose de très comment dire, de très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que vous êtes dans une campagne qui est une campagne qui va être difficile. Alors, il est évident que aujourd'hui, l'issue de cette campagne pour la majorité me semble assez compromise. Mais enfin, vous envoyez en plus un signal aux électeurs de votre bloc qui est absolument catastrophique. De même que Monsieur Darmanin qui annonce son départ quasiment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il il fait d'un événement, d'ailleurs un non-événement. Là aussi, ça donne le sentiment qu'on a une majorité qui se délite. C'est pas l'inverse d'un non-événement, un événement. Oui, enfin, il fait d'un non-événement, un événement. Voilà, exactement. Voilà, plutôt ça, oui. Mais c'est exactement. Si vous voulez, je trouve que c'est à la fois une pratique politique qui est assez décevante, mais elle est pas nouvelle. J'en suis d'accord, j'en suis conscient. Et en plus, je pense que c'est inefficace et c'est très dangereux électoralement pour eux dans une période qui est en effet difficile. Ouais, c'est un peu courage fuyant, puis c'est de la déloyauté aussi, complètement. Eric, alors moi je voudrais citer Rachida Dati, ça va aller dans votre sens. Elle avait dit avant de rejoindre Emmanuel Macron, elle avait dit, vous savez, la Macronie ce sont les traîtres de gauche et les traîtres de droite. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner qu'au bout de 7 ans ça arrive. Moi je partage complètement votre point de vue. C'est scandaleux. Je défendrai un peu Darmanin qui, au-delà de cette annonce, a essayé d'expliquer qu'il a toujours été loyal, toujours fidèle. D'ailleurs on sait qu'il était au courant de la dissolution, donc il ne pouvait pas forcément être contre cet avis. Pour Bruno Le Maire, je trouve que l'histoire de la sécurité, quand on sait qu'aujourd'hui ce qui tient tout c'est Bercy, donc que lui aussi n'a pas non plus laissé énormément de moyens à la justice ou au ministère de l'Intérieur, ça interroge. Et je veux dire, je pense que dans le fond, Emmanuel Macron en avait conscience. Et on parle souvent de sa psychologie, je pense qu'il a pu se dire, de toute façon, après les Jeux Olympiques, et on le disait sur les différents plateaux, après les Jeux Olympiques, le mandat de Macron, il était terminé de toute façon. Parce que Édouard Philippe, tout le monde, c'est la course à chevaux. Ils allaient commencer à se différencier. Et en 2027, de toute façon, le successeur de Macron ne pouvait pas être pro-Macron. On se rappelle, Sarkozy, rupture avec Chirac, Macron, rupture avec Hollande, devait avoir une rupture. Et donc, en fait, il s'est contenté de le mettre au chômage et de se dire si on s'en sort, c'est avec moi. Sinon, de toute façon, ces gens-là, je vais pas les sauver alors que dans 6 mois, ils vont me trahir, ils vont essayer de se différencier, ils vont essayer de me faire porter le chapeau. Et il n'avait pas complètement tort de ce point de vue-là, d'ailleurs, quand on voit la réaction des gens. On les a fait élire en mettant juste l'affiche d'Emmanuel Macron dessus et donc ils ont été élus.
Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout Emmanuel Macron sur les affiches. Pareil, les parlementaires qui aujourd'hui sont particulièrement émus de la dissolution, en tout cas dans la majorité, il faut le rappeler que nombre d'entre eux en 2017 ont été élus parce qu'ils avaient tout simplement l'étiquette d'Emmanuel Macron adossée à leur affiche. Sans Emmanuel Macron, ils n'auraient jamais été élus députés. Voilà. Mais est-ce qu'on peut s'étonner de la déloyauté? Non, c'est de la politique. Ouais. Enfin, moi, je suis assez surpris de votre discours, mais je l'entends, mais moi, ça me surprend absolument pas. Déjà, à l'intérieur même du gouvernement, il y a quelques semaines, il n'y avait pas de dissolution. Et on savait qu'il y avait des différences, mais depuis le départ, de toute façon, d'Emmanuel Macron, on sait qu'il y a des différences de point de vue et des différences de politique. Là, aujourd'hui, chacun joue un peu son joker. Darmanin... c'est sauf qu'il peut, hein. Gérald Darmanin, il a quand même été ministre de l'Intérieur. Il y a l'événement le plus important qui arrive. Ça fait 5 ans qu'il est ministre de l'Intérieur. L'événement le plus important qui arrive depuis 20 ans. Et il nous annonce qu'il s'en va. Et pour lui, c'est un événement. C'est un événement moi je trouve, c'est lâche en quelque sorte, franchement. Il faut quand même, je comprends ce que dit Arnaud, bien sûr qu'il y a de la déloyauté, bien sûr, mais il faut quand même pas oublier que certes, on va faire une métaphore, imaginons que Emmanuel Macron se soit Noé, il a pris sur son arche en 2017 tout un tas de gens qui auraient peut-être pas dû être sauvés, devenir députés, etc. Mais c'est quand même pas le cas de la majorité d'entre eux. On a un Premier ministre, Gabriel Attal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais quand même un type, il l'a encore montré hier soir, compétent, qui maîtrise ses dossiers, etc. Et on peut comprendre que ces gens-là, aujourd'hui, fassent cavalier seul face à un Jupiter qui a décidé tout seul dans son bureau élyséen avec 2-3 conseillers dont on peut se demander qu'est-ce qu'ils prennent comme substance le matin, le midi et le soir, de mettre le pays à feu et à sang, parce que c'est quand même ça que Emmanuel Macron a fait il y a quelques jours. Regardez, on parlait hors antenne, les soldes commencent, ça va être une catastrophe, ces soldes, les Jeux Olympiques. On est à J-30 des Jeux Olympiques. Dans quel état on va faire? Le pays va accueillir ces Jeux Olympiques. On sait très bien que quel que soit le résultat du 7 juillet, ça va être très très difficile de gouverner, et à la fois aussi parce que la rue risque d'être très compliquée à pratiquer, avec des manifestations, avec des grèves, avec des mouvements populaires, etc. Qu'on se désolidarise d'un président de la République qui joue comme ça au dé avec le pays, je pense que ce n'est pas que de la déloyauté, ça peut aussi être juste de la survie. On y revient dans un instant avec vous. On va revenir sur le débat d'hier soir. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous et nous allons commenter ce débat hier soir entre Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella. Vous me permettrez un coup de gueule sur une remarque d'Ercilia Soudet qui disait à Jordan Bardella qu'il interpellait en lui disant non, moi j'ai pas peur dans les transports et je me suis jamais senti en insécurité. C'est pourtant pas ce que disait le candidat Jean-Luc Mélenchon en 2022. Il évoquait justement ces femmes qui dans les transports avaient du mal à se déplacer, c'est-à-dire que de ramener à soi pour faire un exemple ou pour donner un argument, c'est un peu minable et un peu petit, parce que beaucoup de femmes, hélas, se font, en tout cas en ce qui concerne les grandes villes, harcelées et emmerdées dans les transports. Donc, vous verrez, c'était pareil. Avant, ils défendaient les juifs, maintenant, c'est plus leur intérêt, donc ils arrêtent. Ils défendaient les homosexuels, maintenant ils comprennent que dans certains quartiers, ils sont plus menacés par des dangers que peuvent justement dénoncer ce qu'on appelle l'extrême droite. Et là, c'était les premiers partisans du féminisme. Ils vont finir par dire qu'aujourd'hui, les femmes, il n'y a plus de problème, parce que sinon, ça peut être à nouveau récupéré par l'extrême droite. Donc, ils s'assoient peu à peu sur aussi toutes les causes qu'ils ont défendues les 40 dernières années, parce qu'ils en ont qu'une seule, et on sait laquelle. Parce que Mélenchon disait 60% des usagers des transports collectifs, des usagers sont des femmes. 87% des femmes affirment avoir été victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Là, c'est même pas de la politique, c'est juste un fait, et je trouve que cette remarque est je n'ai pas peur dans les transports en commun et je ne me fais pas harceler en raison de mes tenues. C'est lamentable. Bref, on continue. Parlons donc de ce débat hier soir. Arnaud, vous êtes alors, l'analyste de service. Moi, écoutez, je suis pas sûr que les débats fassent bouger quoi que ce soit. On l'a vu durant les élections européennes. Je suis pas sûr que c'est un impact.
Bon, après, c'est vrai qu'il reste quand même 20% d'indécis. Alors, est-ce que ce débat, qui a été suivi manifestement par, je crois, 5 millions, un peu plus de 5 millions de téléspectateurs, je veux dire, aura un impact? J'en suis pas du tout sûr. Non. Moi, sur l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un débat un peu ennuyeux quand même. Mais bon, ça, je crois que je suis peut-être pas le seul à le partager, cette impression. Après, quels étaient les enjeux? Les enjeux pour Bardella, c'était pas de s'effondrer. Non, il s'est pas effondré, clairement. Alors parfois, il y a des imprécisions sur son programme, il y a des sujets, il y a des questions. Mais globalement, je veux dire, il a réussi à tenir le choc. Pour Attal, l'enjeu, c'était quand même d'être en mesure à la fois de faire peur, à la fois sur sa droite et sur sa gauche, en disant on est les seuls, c'est le discours, on est les seuls, force de la raison, on est le bloc central, on va essayer. L'idée, c'était surtout d'essayer de mobiliser son électorat, qui risque de fondre comme neige au soleil, écrasé entre ces deux blocs, ce bloc Rassemblement National et ce bloc de gauche. Bon, Attal est quand même bon, il est quand même assez agile en débat, il a une maîtrise, en tout cas, des dossiers qui est assez évidente. Quant à Bompard, moi, ce qui m'a frappé, Bompard, au-delà de... Bon, il a déroulé son programme, ni plus ni moins, mais c'était quand même derrière lui. Derrière lui, vous n'aviez que des représentants de la France insoumise. Alors, il se voulait, lui, si vous voulez, d'une certaine manière consensuel dans sa zone de chalandise, c'est-à-dire le Front populaire. Mais derrière, vous aviez cet affichage où vous n'aviez pratiquement que des parlementaires et des responsables politiques de la LFI. J'en ai pas vu, j'ai pas vu des Verts, j'ai pas vu des socialistes, j'ai pas vu de communistes. On avait véritablement. Donc, je suis pas sûr qu'il ait dissipé l'idée que quand même la France insoumise ne voulait pas exercer un monopole ou un leadership évident, un rapport de domination sur le Front populaire. Tu as regardé le débat, Pascal? Je l'ai regardé un petit peu. Moi, je déplore autre chose au-delà de la qualité. Effectivement, je trouvais que c'était en plus très très tendu, très quand technique, même, et puis très technique, très technique, très tendu, assez houleux. Mais je déplore que, en fait, ce débat se soit résumé déjà à ces trois partis-là, parce que pourquoi les Républicains n'y étaient-ils pas? Pourquoi? Enfin, je trouve que les médias participe d'une façon honteuse à la crispation de notre... Les Républicains, ils ont envoyé Ciotti. Les Républicains, on sait très bien que Ciotti de lui-même, puisque ces candidats ne se présentent plus sous l'étiquette républicain. Donc voilà, on aurait pu avoir effectivement un représentant éminent et il en reste des Républicains. On aurait pu... Et puis par ailleurs, par rapport à ils ont fait référer devant le Conseil d'État. Oui, mais ils ont perdu. L'Arcom, ils ont perdu en tout cas. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que on participe à faire croire aux Français qu'il y a que trois groupes qui sont candidats et que le choix ne se résume qu'à ces trois groupes-là. Premièrement, deuxièmement, par rapport à ce que dit Arnaud, oui, mais bien sûr que derrière Bompard, il y avait que du LFI parce qu'on sait bien que cette alliance de la gauche, elle est totalement surnaturelle, superficielle. Et elle va exploser en vol très vite. C'est le résultat de ce que Macron a réussi à faire, c'est-à-dire le chaos partout. Alors il pensait pas que la gauche arriverait à s'unir, il penserait que l'explosion se ferait avant, mais c'est pas mieux qu'elle se soit unie là, parce qu'en fait le meilleur allié aujourd'hui de Jordan Bardella, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et donc effectivement, moi je suis désespéré pour toute la gauche social-démocrate, humaniste, un peu libérale, de voir cette alliance avec les plus extrêmes d'LFI, parce que ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, les programmes n'ont rien en commun, pas plus que celui de Ciotti et de Bardella d'ailleurs. Mais voilà, donc on fait croire n'importe quoi aux Français en ce moment, grâce à Emmanuel Macron qui a mis encore une fois le pays dans le chaos et qui a obligé tout le monde à faire des alliances contre nature. Donc moi, je suis un peu désolé parce que cette élection à laquelle on espère quand même que les gens vont participer, mais quelque part elle est totalement truquée, et on est tous dupes d'une explosion de notre système politique. On n'est pas dupes, hein. On n'est pas dupes, premièrement, et deuxièmement, il a obligé personne, Emmanuel Macron. Le vrai problème, il est là, c'est que il y a eu des alliances, je suis complètement d'accord avec toi, qui sont surnaturelles et qui ont été faites. Après, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, là, il a encore fait du en même temps. C'est-à-dire que dimanche d'après, il va perdre et en même temps, il va gagner un petit peu aussi. Parce que ce qu'il a voulu montrer, c'est que à gauche, ça marchait pas et c'est en train de se dérouler sous nos yeux comme il voulait. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se rentrer dedans et que à droite, ils sont pas prêts. Voilà. À droite et extrême droite, ils sont pas prêts. Mais derrière, il y a un pays qui doit continuer à tourner. Il y a des gens qui travaillent.
travail, il y a des cynique. entrepreneurs, il y a, enfin, tu vois. Et... Non, mais je suis complètement d'accord. C'est cynique, mais voilà, Emmanuel Macron, il va pouvoir montrer que, parce qu'à droite, ils sont pas prêts. On parle du nouveau Front populaire, mais hier, Jordan Bardella. Alors c'est celui qui est le plus sûr de lui quand même, on a l'impression, en tout cas c'est l'attitude qu'il veut se donner. Le fait il peut déstabiliser aussi, hein. Il s'est pris oui, mais même quand il est déstabilisé, il reste solide. Voilà, il reste solide même quand il est déstabilisé. Il a un gros mental. Il peut raconter, excusez-moi, mais n'importe quoi, mais y croire à fond. Et donc. On voit quand même qu'il a des limites dans son programme et qu'il y a des choses qu'il comprend pas. Et c'est normal, j'ai envie de dire, pour un jeune homme de 28 ans. Voilà. Ouais. C'est aussi normal pour un jeune homme de 28 ans d'être propulsé à ce moment-là. Il était candidat aux élections européennes. Aujourd'hui, il est candidat en un mois. Dans le même mois, il est candidat aux élections nationales pour être Premier ministre. Il y a plein de sujets qui arrivent et qu'on n'est pas forcé de maîtriser. Parenthèse, vous pensez vraiment qu'il sera, si le RN arrive en tête Premier ministre et que c'est pas Ciotti qui ira à sa place? Ah non. Moi, je pense qu'il ira. Ah non, c'est impossible, ça. C'est impossible. Non, de toute façon, d'abord, ils ont fait campagne, il faut le rappeler, aux élections européennes, en demandant la dissolution. Donc, la logique, ça sera Bardella. Alors, Éric Tegner. Alors, moi, pour être honnête, pardonnez-moi l'expression, je me suis un peu emmerdé hier. J'ai trouvé que trop technique, en fait. En fait, on se croyait dans un débat de BFM TV où vous êtes là pour aligner des propositions. Mais d'abord, on sait très bien qu'ils vont pas tous dire ce qu'ils font, ça va dépendre du calendrier, il y a que 3 ans à Matignon, voire 2 ans et demi. Donc d'abord, c'est des visions. Qui est pour l'immigration, qui est pour la hausse des impôts, qui est pour tel ou tel projet, et on n'en a pas assez vu. Et ce qui était intéressant, c'est que ils ont tous parlé à l'électorat centriste. En fait, personne n'a été radical. Parce qu'ils savent très bien que leur base, elle est mobilisée, elle va aller voter. La base du RN, elle va aller voter. La base du LFI, elle va aller voter. Objectivement, Bompard, c'était pas du tout le LFiste qu'on a pu voir, etc. Il avait l'air de Glucksmann. Avec moins de talent et donc il parlait au centre gauche et Jordan Bardella il parlait au centre droit. Même les attaques sur la retraite où Bompard lui disait non mais vous votre projet il est pire que Attal, je pense que Bardella ça l'arrangeait parce qu'il se disait que son électorat ça allait pas changer grand chose mais que en revanche le bourgeois de centre droit il se dit ah ouais quand même en fait c'est vrai que Bardella là-dessus il est donc c'est intéressant sur la logique. Après il y a une dernière remarque, je pense que certains, alors c'est pas très gentil ce que je vais dire mais Bompard, sa présentation, je trouve qu'il y a un sujet. Franchement, je pense que la gauche, ils ont envie de se dire, on est représenté par quelqu'un qui fait attention de comment il parle, comment il s'habille, comment il met sa cravate, etc. Non mais oui, mais quand vous voyez Attal, ce matin, j'étais avec quelqu'un dans un quartier qui est issu de l'immigration, etc., qui est plutôt de gauche. Il m'a dit franchement, j'ai regardé Bompard avec sa gestuelle, je me sentais pas représenté, j'ai pas envie de voter pour lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette logique aussi à gauche que je ne comprends pas. Il faut avoir l'air d'un plouc et ça c'est une sorte de non mais c'est vrai et c'était quand même flagrant, les gens se sont dit c'est qui celui-là sur le plateau et je dis ça parce que je pense que beaucoup y ont vraiment pensé, c'est pas insultant pour lui mais ça révèle quelque chose quand même sur leur mentalité de comment ils imaginent aussi la gestion de l'État, c'est quand même pour avoir Matignon et être Premier ministre. On y revient dans un instant avec vous, petite pause sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous commentions donc ce débat qu'on a tous trouvé un peu ennuyeux pour parler correctement et puis assez technique. Une auditrice me dit, on avait l'impression, elle parle de Jordan Bardella, mais c'était un peu le cas de tout ce qu'il récitait, une leçon. Elle me dit Bardella qui répète 10 fois les mêmes punchlines. Effectivement, ça sentait beaucoup les éléments de langage, vous qui êtes spécialiste de communication politique. Je pense que ça sentait beaucoup les éléments de langage chez Bardella, chez Bompard et chez Attal, c'est évident. Mais ces débats, c'est vrai. Parlez bien dans le micro. Ces débats, je veux dire aujourd'hui, alors c'est vrai que peut-être parce qu'on a eu la répétition des débats en plus durant les élections européennes et qu'on est peut-être un peu sursaturé, même si quand même c'est une élection qui est extrêmement importante, cette élection, mais c'est vrai que les formats de ces débats aujourd'hui apparaissent peu susceptibles d'accrocher l'attention, y compris des gens qui s'intéressent à la politique comme nous de manière, j'allais dire, approfondie. Bon, et puis c'est sans surprise en fin de compte. Et c'est vrai, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire que en fait, la façon dont sont orientés, j'allais dire thématiquement ces débats, la politique, ce n'est pas que de la technique.
C'est bien ça le problème d'ailleurs, en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui beaucoup de gens votent parfois un Rassemblement national, parce que justement le Rassemblement national, de ce point de vue-là, je veux dire, ne s'embarrasse pas trop des questions techniques, ou parfois se défie des urnes aussi, parce que c'est trop technique. Mais la politique, ce n'est pas que de la technique. C'est aussi la question des valeurs, la question des sujets qui sont les sujets saillants. Ouais. Et là, en l'occurrence, bon, on est vraiment de la tuyauterie. Et là-dessus, je vous rejoins, c'est que on sait que, par exemple, l'électorat du Rassemblement national, du coup, le parti qui était en tête aux européennes, la première priorité qu'ils avaient, c'était l'immigration. Et que c'était, c'est Jérôme Fourquet qui l'explique, le principal déterminant de vote. Hier, sur l'immigration, c'est passé très vite et on s'est bloqué et enfermé. D'ailleurs, ça a été l'erreur aussi de Jordan Bardella sur la sécurité, de vouloir revenir sur le sujet des postes pour les binationaux. Oui, mais en fait, même si vous combattez le Rassemblement national, vous pensez qu'ils sont racistes, etc., bah, du coup, vous voulez en parler de ce sujet-là. Quand il y a 1 million d'immigrés qui arrivent sur le pays en 5 ans et qu'on se dit est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va créer un statut d'immigré climatique, etc. C'est un vrai sujet. L'écologie, c'est un vrai sujet. Les retraites, c'était important aussi, même si au final, on a compris qu'ils avaient mis tout le temps dessus en commençant sur ce sujet et en étant que technique. Donc ça, je trouve que c'est un problème. Et je vous rejoins sur l'aspect d'éléments de langage. Je trouve qu'il y a un moment où Jordan Bardella a su un peu en sortir. C'est quand il s'est moqué d'Attal, qui a commencé à lui parler des 2 jeunes filles qu'il a vu le matin. Il a sorti son gros mytho en disant bon ben j'espère qu'elles existent au moins. Vous êtes un mauvais comédien, etc. Parce qu'en fait même à ce moment-là, moi j'ai souri. Je me suis dit ben Gabriel Attal il ressort la grosse ficelle. J'ai vu 2 jeunes filles cet après-midi qui veulent vous faire passer un message. Et après il nous dit je suis allé voir le coiffeur. Et ensuite c'est vraiment à chaque fois leur. Il manquait plus que Darmanin qui parlait de sa mère qui depuis 20 ans est encore femme de ménage. À chaque fois c'est toujours les mêmes trucs qui nous ressortent et ils n'arrivent pas à sortir quelque chose de nouveau. C'est un peu la même chose aussi, quand il parle de ses origines sociales, de là où il a grandi, c'est aussi ça la politique, Eric. Moi je pense que je pense que sur ces débats, ceux qui ont le plus à perdre, au final, sur l'accumulation des débats, sera le nouveau Front populaire. Parce que bon courage aux électeurs pour savoir pour qui ils vont voter. Dimanche. Quand vous avez hier Manuel Bompard qui fait le premier débat, demain vous allez avoir Olivier Faure, et puis samedi vous allez avoir Marine Tondelier, et puis la semaine d'après, je sais pas. Du coup, il y aura 3 positions sur le nucléaire. C'était intéressant. Hier, j'ai découvert une nouvelle forme de programme. C'est, on sait pas ce qu'on pense, mais avec nous, on sait qu'on fera un beau débat. On le fera ensemble. Et moi, vraiment, je dis que ceux qui ont le plus à perdre sur ces débats, ça sera au final le nouveau Front populaire, parce que vous n'avez pas de programme commun. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais ils l'ont pas parce qu'effectivement les positions elles changent d'un jour à l'autre selon qui nous parle, et 2 ils ont pas entre guillemets de tête de liste commune. Ils arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, et c'est ce qui anime. On sait encore que Jean-Luc Mélenchon va encore parler ce soir. Il vient encore parler alors qu'il n'est pas candidat et qu'il est candidat à rien. Et comme Macron. Comme Macron. Ouais. En fait, sauf que là, vous avez quand même identifié, c'est que Gabriel Attal, c'est lui qui mène la campagne. C'est lui qui fait les débats pour les programmes. Là, à chaque fois, c'est une nouvelle tête. On découvre un nouveau personnage à chaque fois. Et puis, il se tire dans les pattes ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet d'Adrien Quatennens qui parle de François Ruffin. C'est plus du melon, là, c'est une pastèque. Attention, à force de gonfler, ça va exploser. Si Mélenchon et la LFI ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Et aujourd'hui, tirer contre lui est en assurance vie. Si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays. Rejoins le RN en direct, on gagnera du temps et de l'énergie. Voilà. Vous voyez, la violence. Même chez eux, le mec d'extrême droite, parce qu'il a une vision un peu différente des choses. Non, mais ils vont tous partir en vacances ensemble après la campagne des législatives. Je sais pas effectivement, et c'est la question qu'on posait un petit peu au début de l'émission hors antenne, à savoir comment vont voter quand on va se retrouver face à un candidat Front populaire. Il y a beaucoup de gens qui disent je ne peux pas voter pour cet attelage. Ça dépend pour qui. Mais ça dépend l'étiquette du Front populaire. L'argument de, entre autres, de Richard Malka est de dire c'est un attelage contre nature, et voter pour un candidat socialiste ou écolo, c'est faire le jeu de dans les réserves de voix en cas de duel, je crois que l'électorat macroniste, 60% abstention, 25% RN, 15% LFI. Oui, ce qui a été testé au niveau des duels, en effet, dans le rapport de force, il est très favorable au Rassemblement national dès lors qu'ils sont opposés à un candidat de LFI. Oui, enfin même du Front populaire. Sur Ruffin, il faut revenir sur sa circonscription qui est intéressante. En 2022, c'est une circonscription où Marine Le Pen avait fait plus de 50% en présidentielle, et il a su justement l'arracher au moment des législatives parce qu'il a sa propre marque. Cette fois-ci, il a exactement le même problème, et beaucoup de gens qui rencontrent sont des gens qui ont voté Ruffin, mais qui ont voté Marine Le Pen ou qui ont voté Bardella aux dernières élections européennes. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon, pour eux, c'est la figure au poussoir. Il y a une autre personnalité qui est en difficulté, c'est Fabien Roussel, quand même le patron du Parti communiste français, où Jordan Bardella a fait 48% sur sa circonscription.
Donc il y aura aussi qui dans les cas d'or va revenir, on pense à Hollande, et qui va partir. Ouais. Je pense qu'il est très difficile. Hollande peut perdre aussi. Hein. Oui, Hollande, c'est pas si évident que ça. Il est très difficile aujourd'hui, je pense, de pouvoir faire des pronostics sur ce qui va se passer dans l'entre-deux tours, parce que ça va être tellement explosé. Il va y avoir une multitude de cas particuliers, avec des triangulaires, effectivement, avec des possibilités pour les uns ou pour les autres de finalement avoir un petit sursaut républicain ou pas. Évidemment qu'aujourd'hui, la Macronie dit le nini parce que c'est leur seule position tenable, mais ça sera quand même plus le cas la semaine prochaine. Donc, moins le cas en tout cas. Je trouve optimiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Non mais parce que sursaut républicain pour eux, quand vous posez la question aux électeurs d'Emmanuel Macron, sursaut républicain, il est envers qui? Ils vont vous le dire parce que Marine Tondelier ce matin, patronne des écologistes, qui dit je comprends pas, je vais aller parler à tous les chefs de parti et tout, mais elle a quand même fait une alliance, on l'a dit depuis le début de l'émission, contre nature. Et en même temps, je dis contre nature, elle avait quand même, il faut se rappeler, comme la France Insoumise, invité le rappeur Medine qui a tenu des propos antisémites l'été dernier lors de son congrès d'été. Elle l'avait regretté. Et elle l'a pas regretté. Donc, il y a un moment donné, je pense que il faut qu'ils balayent devant leur porte aussi, de ce côté-là de l'échiquier politique, et ils le font pas. Donc, moi, je vois pas comment, dimanche soir, bon courage et bonne chance à ceux qui peuvent vous dire ce que vont dire les uns et les autres. Ça va être, je pense, une semaine politique incroyable, jusqu'au dernier moment, on ne saura pas, on ne connaîtra pas les consignes de vote. Non, mais on ne connaîtra pas les consignes de vote, mais quand même, bon, si vous voulez, cette alliance, elle s'explique, même si elle est contre nature, elle s'exprime, et elle s'explique d'abord électoralement par le rapport de force. En fait, ils ne font que reconduire ce qu'ils ont fait en 2022, c'est-à-dire la NUPES, mais ils le font pour des raisons essentiellement électorales, parce qu'il est clair que si les Verts, si le Parti Socialiste, si les communistes n'ont pas le renfort des voix de la France Insoumise, ils risquent de voir leur groupe parlementaire disparaître. Donc, il faut pas se leurrer. C'est d'abord un cartel électoral, cette affaire. Mais quand même, dans ce cartel électoral, il y en a un qui impose son rapport de force, c'est Mélenchon. Mélenchon est le plus fort au sein du Front Populaire. On peut tout dire, il est cornérisé, il est provocateur. Pour moi, il n'est pas fou. Il a une stratégie qui est très claire. Et finalement, il les méprise. Parce que c'est quand même, il a un mépris, mais totalement affiché pour ses autres partenaires. Il considère qu'ils sont pas au niveau. Il considère que de toute façon, dès qu'ils sont soumis, je veux dire, à la pression des élections, de toute façon, ils reviennent naturellement vers lui. Vous vous rappelez pas, il l'avait dit pendant l'élection présidentielle. Il l'avait dit, je me rappelle dans un meeting. Mais vous inquiétez pas, ils vont revenir. Ils vont venir le moment venu. Je les connais. C'est comme ça qu'il agit. Et ça fonctionne quand même. J'ai une question pour vous, parce qu'il y a les consignes de vote, mais il y a aussi les retraits de liste. La date de dépôt, c'est quand? C'est mardi soir? C'est mardi soir, je crois, mardi 18h, oui. Donc, ce qui va remettre du grain à un mot, parce qu'il y a des décisions terribles. De dimanche soir à mardi soir, ça va être effectivement assez épique. Mais celui qui a créé tout ça, encore une fois, c'est Macron avec son agenda. Il n'aurait pas imposé cet agenda aussi court. La gauche ne se serait certainement pas reconstituée comme ça. Et peut-être que finalement, la stratégie de Macron, qui était d'essayer de reconstruire une majorité un peu large, social-démocrate libéral, aurait pu fonctionner. Peut-être qu'il aurait pu ramener vers lui certains écolos, certains PS, certains républicains, etc. Sauf que il a crispé tellement les choses en mettant cet agenda hyper court que la seule solution de survie pour effectivement la gauche et pour les écolos et les PS, c'était de revenir du côté d'LFI. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après pour continuer. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors Marine Tondelier, pour poursuivre le débat que nous avions, veut rencontrer les macronistes en vue d'un désistement républicain. Mais une fois, c'est la même chose. C'est quoi le désistement républicain? Elle va les rencontrer, elle va passer un très bon moment sans doute, mais après, ou pas sûr, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Ils vont lui répondre que c'est LFI, le désistement républicain? En fait, on est bloqué aujourd'hui. Enfin, ils sont bloqués. Nous, on subit plus qu'autre chose les électeurs, mais eux, ils sont bloqués. Il y a effectivement, on le disait pendant la pub, 3 blocs. 3 blocs qui sont complètement différents les uns des autres. Donc une semaine s'annonce palpitant pour les commentateurs politiques, mais compliqué pour les électeurs. Après, je pense qu'il y a le désistement républicain et le désistement tacticien. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la carte
et ils vont se dire lui, il vaut mieux qu'il se retire. Alors on va dire que c'est au nom du Front Républicain. En échange, tu retires ton candidat, etc. C'est-à-dire que pendant que les gens vont s'agiter sur les plateaux, il y aura quand même quelques professionnels de la poloche qui vont sortir la carte, les calculettes, et qui vont se dire comment on en gagne 10 de plus. Bien sûr. Et puis après, il faut convaincre les candidats de se désister, ce qui n'est pas évident sur le terrain, parce qu'il y en a certains qui se maintiennent malgré les consignes des partis. Bien sûr. Je vois un commentaire. Si le PS, les Verts, le PC, PRG avaient fait une coalition sans LFI, ils auraient certainement fait un excellent score, car ils représentent une majorité du peuple de gauche. Et l'alliance LFI faite par Faure n'a été que faite pour sauver son poste. Encore une fois, le PS a trahi ses électeurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis PS qui sont vraiment dans cette truc de se dire, bien sûr, je veux voter PS, mais je ne peux pas voter pour cet alliage, pour en même cet temps, ils sont quand même quasiment à 30% dans les sondages. Mais dans ce cas-là, donc ça marche quand même un peu, quand même. Ils auraient dû assumer une chose, par exemple, que l'aile gauche de LR n'a jamais assumé. C'est que si l'objectif derrière, c'est de sauver leurs valeurs, notamment contre l'extrême droite qui peut gagner une majorité, il aurait fallu dans ce cas-là qu'ils construisent une majorité, ils l'auraient pas construite toute seule, et donc ils auraient dû le faire jusqu'au centre droit en passant par Emmanuel Macron. C'est ça aussi, c'est qu'ils passent leur temps à se plaindre des mauvaises alliances et ils sont pas capables d'en faire. Tout comme là, le centre gauche de LR, ils vont dire il y a une dissolution, mais pourquoi il y a une dissolution ? Parce que Macron, il avait testé l'idée Larcher, parce qu'il y avait le cas de la motion de censure, et qu'ils savaient que de toute façon, une partie des LR Macron compatibles, qui le disent depuis 7 ans, n'étaient pas capables de se mettre autour de la table. Donc faut pas s'étonner. Parce que le macronisme n'a pas fini le travail. C'est-à-dire le travail qui consistait depuis 2017 à réunir ceux du centre-gauche et du centre-droit pro-construction européenne, il n'a pas réussi à agréger tout le monde. Il y a une partie des sociodémocrates qui sont restés sur la ligne qui est la ligne d'opposition à Macron parce que jugés trop à droite, et puis aussi parfois par fierté aussi, ça existe en politique. Et puis pareil du côté de LR. C'est ça, le travail n'a pas été fini du côté de la Macronie. Mais de toute façon, ça veut, même en le terminant, il eût été possible, je veux dire, qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire écrasé par deux autres blocs, le bloc Rassemblement National et le bloc LFI. Et il en avait conscience. Mais on a une problématique chez les socialistes, un peu comme par exemple à Laurent Wauquiez chez les LR. Ils passent leur temps à se dire j'attends la fin de la tempête et il va se passer quelque chose. Là on sait que les LR, les cadors, ils attendent le chaos et ils pensent qu'à ce moment-là la France va attendre Wauquiez. Mais moi je pense qu'il y aura au second tour entre les deux tours, on va avoir une nouvelle scission de ce qui reste de LR. Je suis d'accord. Il va y avoir un deuxième effet et là vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont rejoindre. Peut-être pas les cadres, mais en tout cas parmi ceux qui sont candidats. Il y aura un retrait négocié sans dire. Ils vont nous faire ils vont avoir un deuxième effet. Pas les cadres, mais les cadres ils sont pas candidats. À part Laurent Wauquiez, les Jean-François Copé, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse. Ils ont plus aucune prise. Ils vont se retrouver à nouveau avec un groupe de 50 divisé en 3. Ceux qui effectivement il y aura eu une sorte de retrait potentiel avec les gars de Ciotti. On sait que Ciotti par exemple qui pourtant soutient les candidats RN à Cannes, il ne soutient pas la candidate RN, c'est JDD qui le relevait, il soutient la candidate LR de David Lisnard. Donc il y a les combines du second tour et les combines du troisième tour. Parce que je pense que si Jordan Bardella n'est pas à 289 députés, contrairement à ce qu'il dit, à 275, il pourrait tout à fait diriger. Parce qu'il y a deux façons de le faire. Débaucher une dizaine de députés LR qui aujourd'hui, tactiquement, électoralement, avaient raison de ne pas accepter de rejoindre le RN. Mais une fois élus, etc., pour 5 ans, rien ne les empêche de le faire. Et ensuite, deuxième point, c'est un pacte de non-agression. Ce qu'ils veulent juste le RN, c'est pas de motion de censure. Donc à partir du moment où de toute façon les LR, où en plus le programme économique il a été repris, il y a une quinzaine de députés LR qui disent vous inquiétez pas, on posera pas de motion de censure si en gros c'est ça, etc. Et sur 2 ans respecter une forme de pacte, c'est pas très compliqué. Les propositions immigration sont pas dingues, etc. Donc il y a aussi ça qui va se jouer. Donc il y a ceux-là, il y a ceux au milieu, les irréductibles, Marlex, qui jusqu'au bout vont rester dans la cabine, et il y a ceux qui vont partir chez Édouard Philippe. Je note une forme d'alliance déguisée qui a lieu. Nous on a relevé par exemple un tract où c'est un candidat LR soutenu par Horizon, et sur le tract vous avez Bellamy sa photo avec un texte où il dit soutenir le candidat, et juste au-dessus il y a Édouard Philippe. Donc on parle souvent des alliances majorité LR, condamnées aussi par un Bellamy, mais on parle pas du tout de ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait Édouard Philippe et Horizon, c'est la cellule de blanchiment de la Macronie auprès des LR. Avec le ministre de l'Intérieur qui s'est rapproché aussi. Exactement. Et ça, déclaration d'Édouard Philippe. Toutes les déclarations récentes d'Édouard Philippe très sévères vis-à-vis du président de la République. Mais là, on assiste aussi, il faut le dire quand même, à la disparition des LR. Très clairement, moi je pense que le 8 juillet. Ils ont disparu il y a longtemps déjà. Oui, mais la marque va disparaître.
La marque va disparaître de facto. Là, ce matin, on a le député Aurélien Pradier. Qui a déjà fait son mouvement, qui est quitté. Et qui avait piqué, c'est un autre enjeu, il avait piqué 10 députés déjà qui sont rattachés à son micro-parti, et il y en a, je crois, près d'une dizaine d'autres. Donc ça veut dire qu'ils perdent quand même une bonne partie de leur source de financement, parce que ça, il faut en parler. S'ils font un moins bon score, les LR, et qu'en plus il y a moins de candidats rattachés à leur parti, financièrement, c'est compliqué. Finalement, ce qui se passe, c'est la campagne de 2022 qui n'a pas été faite sur les législatives. Oui, c'est vrai. Voilà. Même présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a peu de programme. Mais présidentielle, à la limite, c'était des personnages qui s'affrontaient. Emmanuel Macron pouvait donner le tempo s'il voulait donner le tempo. Par contre, sur les législatives, il a voulu confisquer la campagne, il a voulu confisquer le débat, confisquer les alliances, et là on se retrouve 2 ans plus tard à faire exactement cette campagne de 2022. Non, mais surtout, il n'a pas tiré les leçons de l'élection législative de 2022. Voilà, exactement, il n'a pas réussi à faire. Il a fait comme s'il avait une majorité absolue, or il n'avait pas de majorité absolue. Les Français lui ont lié les mains en 2022. Là, il a tiré celle des européennes. Il a tiré celle des européennes, oui, ce qui est quand même. Vous savez ce que vous allez voter les uns les autres? Oui. Moi, je sais ce que je vais voter. Ouais. Eric je aussi. répondrai que jusqu'au dernier moment, on a l'occasion de changer. Pascal. Oui, alors moi c'est je vais voter pour une candidate d'un macroniste, alors que je suis pas macroniste. Pourquoi? Parce que c'est une excellente députée. Et c'est ça, ça me semble important à dire aussi. C'est qu'il y a des députés sortants qui sont des excellents députés, quelle que soit leur étiquette d'ailleurs, et qu'on vote aussi pour des gens qui vont être sur le terrain, qui vont se bagarrer ou pas, qui vont être présents ou pas à l'Assemblée, qui vont être aussi qui vont bosser leur dossier ou pas, et pas juste pour des gens qui sont des porte-drapeaux de telle ou telle étiquette, sachant en plus que on sait, on a dit tout au long de cette émission que les programmes sont plus ou moins fantomatiques et voleront sans doute en éclat avec le principe de réalité dès le 8 juillet. Donc voilà, oui, je vais voter pour une députée qui fait son boulot. de Gironde qui fait son boulot. C'est la Gironde. Il y a des facteurs locaux aussi dans le choix. C'est la Gironde, on peut deviner. Mais il y a les facteurs locaux, effectivement. C'est-à-dire que vous avez des députés qui n'ont rien foutu que personne ne connaît. Oui, mais c'est 3-4 points. Oui. Moi, j'aime pas prendre les cas personnels, mais moi qui suis un passionné de politique, je regarde tous les petits trucs, etc. Vu que je vote en Bretagne, je sais pour quel parti je vais voter, mais j'ai absolument pas regardé la candidate. En plus, c'est une procuration, c'est mon père qui va voter à ma place, donc je saurais même pas qui c'est. Oui. Il y a quand même un facteur, ça compte ce que vous dites, mais c'est 3-4 points, c'est ce qui peut permettre les bascules, par exemple, ce qui va faire les différences des 10 ou 15 députés. C'est valable quand il y a des sortants, ce qui est pas toujours le cas, et enfin c'est toujours le cas bien sûr, mais des sortants qui se représentent, ce qui est pas toujours le cas, et voilà, mais effectivement c'est quand même à prendre. Hein. Moi, je voudrais le 9 juillet, je voudrais vivre en face. Bah oui, c'est la France sans RN. En face ou côte à côte. Un mot sur Anne Hidalgo qui dit que si Jordan Bardella est Premier ministre, elle ne fera aucune photo avec lui lors des Jeux Olympiques. On voit le sens des priorités effectivement d'Anne Hidalgo. Bon, ça fera des photos d'elle en moins. Ouais. Non, je sais pas, c'est sa liberté. Elle n'a pas un avis politique. Elle va se baigner ou pas? C'est sa liberté. Hein. Oui, mais elle n'a pas un avis politique. Elle fait ce qu'elle veut. Dire qu'elle fera des photos. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs moyens de combattre le rassemblement national. C'est sûr. Enfin bon, après. En fait, ils n'ont pas appris quand même les erreurs d'Hollande, qui lorsqu'il a remplacé Nicolas Sarkozy en 2012, s'est très mal comporté justement sur le parvis de l'Élysée en ne le raccompagnant pas à sa voiture. Et au final, lui... il est parti au bout de 5 ans, il n'a même pas été un nouveau candidat. Ouais, mais je trouve qu'il par la Congrès. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On va vous laisser avec André Berkoff et donc J-4. Votez, on ne peut vous dire que ça. Allez voter. Merci à vous et très bonne journée sur Sud Radio. Oui. Je vous avais pas dit pour qui vous votiez, Valérie. Non, mais moi je suis un peu comme vous. Je crois que j'ai des candidats. Oui, je vous laisse. Non, je disais que dans ma circonscription, c'était compliqué. Les candidats sont tous un peu zarbis, donc voilà. Je fais comme vous, je verrai au dernier moment. Allez, on se retrouve. Vous auriez dû être candidate. Au dernier moment. Ah oui, non, mais c'est à peu près 10%. 10%, mais en même temps, il y a des choix assez sûrs. Samedi, dimanche, après l'apéro, alors c'est... Allez, bonne journée sur Sud Radio. C'est pour ça que Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.